Alors, je vais peut-être partager mon propos en deux parties. La première pour m'inscrire dans la logique de ce qui vient d'être dit, et la seconde peut-être un peu plus générale. Je suis entièrement d'accord avec votre phrase introductive, monsieur, quand vous dites « c'est pas une option, c'est une obligation ». La difficulté, c'est que nos concitoyens ne sont pas forcément prêts, enfin nous le voyons, nous, je dirais sous l'angle de la pathologie des choses, c'est le contentieux, à accepter facilement de la densification. Et en réalité, il y a un certain nombre de sous-jacents dont on ne parle pas à propos de ce sujet de la non-artificialisation des sols, zéro artificialisation des sols, dont je voudrais dire rapidement quelques mots, un peu un inventaire à l'après-Vert. D'abord, on a un certain nombre de zones qui sont quasi à l'abandon, qu'on pourrait parfaitement retravailler pour les renaturer, sauf que ce sont des zones polluées et qu'il n'y a personne pour payer la dépollution des sols. Point numéro 1. Alors, c'est peut-être pas l'essentiel, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui existe. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour imaginer que les horribles entrées de ville que nous nous sommes fabriquées depuis 45 ans, avec des zones commerciales qui ne peuvent plus, qui ne remplissent plus leurs fonctions puisque l'hypermarché n'est plus dans l'air du temps, toutes ces zones-là vont être à récupérer. Sauf que, généralement, ce sont des zones polluées parce qu'il y avait des stations-service. Et là aussi, on se retrouve avec le problème de qui va payer la dépollution des sols, qui est absolument indispensable pour aller vers une renaturation dont, monsieur, vous avez dit toutes les difficultés auxquelles elle se heurtait. Voilà, c'est un premier volet dont on ne parle pas du tout, qui n'est pas l'essentiel, mais dont je voulais quand même dire un mot, parce que c'est concret. Deuxièmement, vous êtes des spécialistes de l'urbanisme, de la construction, de l'immobilier. Quand on regarde les chiffres qui viennent de nous être présentés, on voit que l'immobilier ne représente qu'une partie du problème, 41%. Et les infrastructures. Moi, je suis frappée et je ne comprends pas, je vous le dis très franchement, comment on continue à faire des routes en France. Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de routes en France aujourd'hui, a fortiori d'autoroutes? Franchement, non. Évidemment, non. Donc, avant, je dirais, la toute première chose serait, à mon sens, déjà, d'avoir une politique d'infrastructure routière infiniment plus rigoureuse que celle qu'on a. Parce que ça ne correspond plus à un besoin d'intérêt général. Dans l'immense, il peut toujours y avoir une zone particulièrement accidentogène qui mérite qu'il y ait quelques investissements. OK. Mais très franchement, refaire des routes aujourd'hui en France, ça n'a aucun sens. Enfin, à mes yeux. Donc là, il y a du gain, si je puis dire, qui est possible. Deuxièmement, on mélange un peu les choses parce que quand on compte dans l'habitat, les jardins, les espaces verts, on ne compte pas le fait que, par exemple, quand il s'agit de routes, c'est totalement imperméabilisé, totalement bitumé. Donc ce n'est pas le même régime, si je puis dire, en termes d'impact et sur la capture de carbone et sur la biodiversité. Donc, déjà, ne pas focaliser tout sur l'immobilier, c'est une partie très importante du sujet. Ce n'est pas tout le sujet. Et je pense que se donner des objectifs à 2050, c'est très bien, sauf que c'est très dangereux. Parce que quand on se donne un objectif à 2050, quelque part, on repasse la patate chaude à ceux qui viennent derrière. Et mon âge me permet de vous dire très clairement que ça fait 30 ans que j'entends parler de plans à 20 ans, qui ne sont toujours pas mis en route 25 ans ou 30 ans plus tard. Parce qu'il y a toujours cette tendance de dire 2050, c'est vachement loin, on commencera à s'en occuper en 2030 ou 2035. Non, on commence à s'en occuper maintenant, et on commence à s'en occuper avec ce qui est le plus facile. Ça, c'est le point numéro 2 ou 3, je ne sais plus où j'en suis, de mon propos. Le point 4, qui à mon sens est le plus important, c'est la conception que nos concitoyens se font du sujet. Nous avons, sur tous ces sujets, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit la santé environnementale, et je pense que ce qui se passe actuellement sur le coronavirus
va amener à beaucoup de réflexions et beaucoup de remise en cause de toute une série de politiques, de comportements, de postures, j'allais dire, parce qu'il va falloir mettre un peu de l'ordre et de la priorité dans ce que nous faisons. La question majeure est celle de notre imaginaire. L'imaginaire aujourd'hui de nos concitoyens est encore largement, vous l'avez rappelé, monsieur, le souhait de pouvoir disposer d'un petit pavillon avec son jardin autour et pas trop loin de la campagne, tout en ayant un accès à la ville. Bon. Tout ça est bien entendu très sympathique, très agréable, mais nous savons que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir perdurer. Autrement dit, comment est-ce qu'on accompagne un changement d'imaginaire et comment est-ce qu'on rend souhaitable et désirable ce qui aujourd'hui ne l'est pas? Et tant qu'on ne sera pas capable de répondre à cette question, tant que les gens dont je suis proche, comme vous le savez, qui défendent l'environnement, considéreront que la densification, c'est une catastrophe, eh bien, on va avoir beaucoup de difficultés. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut coller du béton partout, mais nous avons besoin de logements, nous allons en avoir besoin de plus en plus. Nous avons besoin de ne plus artificialiser du tout nos sols, et par voie de conséquence, il faut bien trouver des solutions. Et la solution, elle est effectivement dans la réutilisation de sols qui ont déjà été utilisés, d'où mon propos numéro 1. Elle est dans la densification urbaine. Propos numéro 2, l'utilisation des logements vacants, tout ce que l'on peut faire pour effectivement donner un prix à cette valeur de bien commun que constituent les espaces naturels. Alors pourquoi est-ce si important? D'abord, il y a espace naturel et espace naturel. Sur le plan de la biodiversité, les grandes cultures céréalières de la Beauce bourrées de pesticides, sur le plan de la biodive, c'est quand même pas épatant non plus. Il faut quand même arrêter aussi de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc dans ENAF, il y a des choses tout à fait nécessaires et remarquables, il y en a qui le sont beaucoup moins. Première observation. Donc déjà, je dirais que la règle biodiversité, climat, santé environnementale s'applique à tous, et pas seulement au milieu urbain. Point numéro 1. Point numéro 2, nous avons effectivement besoin de ces terres. Nous en avons besoin pour des raisons écologiques, mais aussi, et je pense que ce n'est pas assez expliqué, pour des raisons économiques. Demain, dans une société qui va devoir quitter le pétrole, et le plus vite sera le mieux, la chimie verte, elle a pour base le végétal. Si vous n'avez pas de terre pour utiliser le végétal, vous n'aurez pas de chimie verte. C'est pas compliqué. Vous en aurez beaucoup moins. C'est-à-dire que l'utilisation, non pas des plantes à usage alimentaire, mais de ce qu'on appelle les coproduits et les sous-produits des plantes, les tiges, les feuilles, dans la forêt, les sous-produits de la forêt, tout ça, ce sont des bases qui vont devenir des bases pour notre activité économique de produits. Donc, moins nous aurons de terre et moins nous aurons la capacité de développer ces activités-là. Donc, il y a tout l'aspect écologique qui pour moi est une évidence, peut-être pas pour tout le monde, mais l'aspect économique, à mon avis, doit aussi être souligné dans ce besoin de garder nos territoires. Et c'est quand même dommage qu'un pays comme le nôtre, qui a cette chance d'avoir beaucoup d'espaces naturels, soit un de ceux en Europe qui artificialise le plus par tête d'habitant. Donc là, nous avons réellement un problème, et ce problème, c'est vraiment un problème d'imaginaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive tous, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre profession, quels que soient nos intérêts, à redéfinir un idéal commun. Et si nous n'arrivons pas à faire ça, je pense que nous aurons beaucoup de difficultés, parce que nous allons nous heurter à des attitudes de plus en plus fermées, comme par-dessus le marché, j'ouvre une parenthèse, on est dans une société où la violence augmente à une vitesse exponentielle et que deuxièmement, mais j'irai pas plus loin parce que je suis pas là pour faire de la polémique, nous sommes en face de dispositions législatives et réglementaires en gestation qui visent à réduire massivement
tout ce qui constitue de la participation et de la concertation, ça devient très difficile. Et je sais bien que pour beaucoup de constructeurs, participation, concertation, c'est un peu des chiffons rouges, mais il n'empêche que ce qu'on ne fait pas avant, on se le fait après. Et que mieux vaut essayer de régler un problème en amont que de le voir exploser en aval, avec des conséquences qui sont généralement beaucoup plus lourdes. Voilà, donc cette question-là de notre positionnement vis-à-vis de ce que nous souhaitons et ce qui nous paraît nécessaire est, à mon avis, quelque chose d'essentiel. Et j'en viens là, effectivement, à la Déclaration universelle des droits de l'humanité, dont vous m'avez demandé, monsieur, de dire quelques mots, mais je ferai un petit détour par le Parlement européen. Il se trouve qu'effectivement, au Parlement européen, entre 2009 et 2014, où j'ai eu l'honneur d'être députée, je me suis beaucoup battue avec ceux qui voulaient une directive sol. Ça me paraissait très important d'avoir une directive sol, et ça aurait permis d'ailleurs de traiter ce type de sujet, sauf que la France n'en voulait pas et l'Allemagne non plus, et pour des raisons quasiment opposées. La France n'en voulait pas parce que la FNSEA n'en voulait pas, et parce que les industriels n'en voulaient pas, parce que ça posait la question de la dépollution des sols. Et donc personne en France ne voulait de règles rigoureuses sur ce sujet des sols pollués. Les Allemands, c'était le contraire. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur la reconquête des sols et la dépollution des sols, avec des règles très sévères en Allemagne, et donc ils ne voulaient pas une directive à minima. Donc ce n'était pas possible de se mettre d'accord sur un texte. Nous, on était d'accord sur un texte qui disait rien, ou à peu près, et les Allemands, ils voulaient un texte rigoureux. Donc il n'y a rien eu du tout. Voilà. Mais je me suis beaucoup battue là-dessus parce qu'on avait des textes sur l'eau, on avait des textes sur l'air, pas terrible, mais enfin un peu quand même, sur les déchets, mais rien sur les sols. J'en viens maintenant, après ce petit détour, à la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Ce texte, qui est un texte très simple, que vous pourrez trouver facilement sur Internet, à droitshumanité.fr, est une commande du président de la République en vue de la COP 21 pour déterminer la responsabilité de nos générations, en réalité. Donc c'est un texte très simple, 4 principes, 6 droits, 6 devoirs. Ce qui est rare dans une déclaration de droits, d'avoir 6 devoirs. Il y a autant de devoirs que de droits. Et avec une vraie réflexion sur humanité-nature. C'est-à-dire que nous nous sommes posé la question de savoir comment, dans les droits et les devoirs de l'humanité, s'inscrivaient ces droits et ces devoirs à l'égard de la nature. Et donc nous avons pris le parti, non pas de reconnaître une personnalité morale à la nature ou à l'humanité, ce qui posait immédiatement la question de savoir qui représente cette personnalité morale, et qui renvoyait donc à des individus, personnes physiques, tout simplement, tout au moins dans le cadre du droit anglo-saxon et germano-latin, parce qu'en Amérique du Sud, on a des conceptions qui sont un peu différentes, mais enfin chez nous, ça ne passait pas très facilement, et comme le texte a une vocation universelle, il fallait quand même qu'on trouve une base à peu près commune. Donc nous nous sommes mis d'accord sur le fait de reconnaître à l'article 5, si ma mémoire est exacte, que l'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes, a le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement durable. Et l'article 9, donc, qui est la première obligation, et la contrepartie de ce droit, et donc fait une obligation à l'humanité, et donc plus précisément aux générations présentes, de faire en sorte que ce droit soit effectif. Voilà. Donc, si vous voulez, on a construit des droits avec, de l'autre côté, la manière d'y répondre. Les 4 principes, ils sont simples. La dignité de l'espèce humaine, qui rejoint la dignité de l'homme de la Déclaration de 1948. La responsabilité, l'équité entre générations et la recherche de la pérennité de l'espèce humaine et des espèces vivantes. Voilà, alors ce texte est parti effectivement en 2015, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, il a été adopté de manière extrêmement large par de très nombreuses villes, des grandes villes du C40, le C40 étant l'organisation mondiale qui regroupe
les mégalopoles, donc, dont Paris, dont New York, dont San Francisco, dont Madrid, dont Copenhague, une trentaine de villes françaises, un certain nombre de villes africaines et surtout Cités et gouvernements locaux unis, qui est une organisation de villes qui regroupe 240 000 villes, 5,7 milliards de gens, l'a adopté à Durban au mois de novembre 2019, où j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir co-signer avec le président de CGLU la déclaration. Mais ça ne se limite pas aux villes. D'autres entités publiques, comme l'Association des parlementaires de la Méditerranée, l'Association internationale des maires francophones l'ont signé, mais aussi énormément de barreaux dans le monde, des ONG, nous en avons 60 aujourd'hui qui ont signé, dont une petite dizaine qui ont le statut ECOSOC à l'ONU, et puis une centaine d'entreprises. Voilà, donc la DDHU continue son chemin. Nous avons aujourd'hui 80 ambassadeurs dans le monde, sur tous les continents, qui promeuvent la déclaration. Et c'est une opération, je dirais, assez novatrice, puisqu'elle consiste à créer le droit en bottom-up et non pas en top-down. Et quand on voit combien les États ont aujourd'hui des difficultés à se mettre d'accord sur des textes qui pourraient protéger l'humanité, tout ce qui a été fait, le pacte pour l'environnement est un des derniers échecs en date, mais ce n'est pas le seul. On se dit que finalement, la seule manière de faire, c'est repartir des collectivités qui sont partantes, qu'elles soient publiques ou privées. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, en espérant que d'ici quelques années, la pression de la société civile, entendue lato sensu, c'est-à-dire y intégrant les collectivités publiques non étatiques, sera suffisamment importante pour que le texte soit reconnu au niveau des Nations Unies. Voilà, je vous remercie.